Moi, de même, je vais commencer par remercier les organisateurs et organisatrices de cette conférence, de cet événement, Marie Padilla et David Diallo. Je les remercie sincèrement pour cette invitation. D'autant que lorsque Marie m'avait contactée pour intervenir dans ce colloque, elle m'avait laissé quasiment carte blanche. Donc j'ai délibérément choisi d'aborder la question du féminisme au sein des universitaires juristes pour des raisons... on va être honnête, assez personnel, puisqu'il s'agit d'une thématique dans laquelle je cherche à m'investir de plus en plus. Toutefois, au moment de m'atteler à la préparation de cette communication, la tâche s'est avérée plus compliquée que prévu. Alors effectivement, ma contribution s'intitule « La recherche en droit à travers des lunettes violettes, l'engagement féministe des universitaires juristes » et ce titre mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu. Même si le titre est large, je vais essentiellement me focaliser sur le cas français. Ceci s'explique par le fait que non seulement je suis donc dans la table ronde dédiée au cas français, mais parce que je sais également que Rosalind Dixon abordera le thème du féminisme dans une table dédiée à l'apport des expériences étrangères. Cependant, je suis comparatiste et donc je ne peux étudier le cas français comme s'il existait dans un vase clos. En effet, mon analyse est déjà, que je le veuille ou non, du fait de mes échanges et de mes lectures nécessairement imprégnées par les expériences étrangères et notamment latino-américaines. Ainsi, mon regard sur cet engagement sera marqué par une mise en perspective avec les quelques expériences étrangères dont j'ai connaissance, ce qui me permettra d'évaluer le caractère structuré et assumé ou non de cet engagement féministe en France. Le second élément qui mérite d'être abordé est celui de la nature d'un engagement féministe. Le féminisme est un mouvement de pensée qui est traversé par tant de courants différents qui parfois se complètent, mais d'autres fois s'opposent, qui implique que toute définition peut conduire à m'aliéner un certain nombre de féministes. Toutefois, on peut essayer d'identifier un terreau commun et j'ai pris le parti de prendre pour définition vraiment très basique du féminisme la définition suivante, celle qui serait un mouvement visant à l'émancipation des femmes et à l'extension et à la concrétisation de leurs droits en vue d'égaliser leur statut à celui des hommes. Alors, qu'est-ce que l'engagement féministe dans le cadre d'une recherche scientifique et plus particulièrement en droit? Alors, cet engagement ne consiste pas en une simple adhésion à cette défense des droits des femmes ou en tout cas à cette volonté d'égalisation du statut à celui des hommes, il implique autre chose. Et comme me l'a si bien dit une collègue constitutionnaliste espagnole, Nuria Rechetello, avec qui j'avais pu échanger sur ce sujet, elle m'avait dit « Le féminisme n'est pas une idée, mais un cheminement. Cela prend du temps, mais une fois que l'on se met les lunettes violettes, donc une fois uno se pone las gafas violetas, les choses ne sont plus les mêmes. » Ainsi, un engagement féministe, du point de vue scientifique, implique de voir les choses différemment. C'est une question de vision. Et donc, une fois qu'on voit le droit différemment, on le fait différemment. En particulier, il implique de partir du principe que le droit, en tant que levier principal de l'action politique, c'est vraiment une idée importante, une fois qu'on on porte ces lunettes violettes, et qu'en tant qu'il est un levier principal de l'action politique, il est aussi au cœur de la structuration actuelle du système juridique, et notamment, met au cœur de cette notion, la notion de genre. Si le droit est vu comme un levier d'action, la recherche juridique peut, elle aussi, le devenir. Et si ce lien entre adhésion au courant féministe et action militante peut paraître évident, il est intéressant de relever que dans le domaine du droit, et en particulier en France, il est loin d'être flagrant. Non seulement en comparaison avec ce que l'on peut constater avec d'autres sciences humaines et sociales en France, mais aussi au regard de la situation à l'étranger, au point où on peut qualifier en France ce militantisme de basse intensité. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le terme d'engagement féministe que de militantisme féministe. En tout cas, c'est ma vision des choses dans le contexte français. De ce point de vue, je pense qu'il faut mettre en avant trois aspects. Premièrement, la question des méthodes et des recherches, enfin des méthodes de recherche, mais aussi d'enseignement. Ensuite, la question de la transformation de la communauté académique, parce qu'il s'agit d'un deuxième levier d'action des universitaires féministes. Puis enfin, celle de leur positionnement dans la cité. Alors d'abord, qu'implique de porter des lunettes violettes au moment où on s'interroge sur ses propres méthodes de recherche et d'enseignement? Est-ce que ma manière ou nos manières de chercher ou d'enseigner révèlent un certain féminisme? Alors les théories féministes sont avant tout des théories qui se rattachent aux théories critiques du droit.
Alors, cette critique commence par le choix des objets d'étude et elle implique d'intégrer des objets longtemps invisibilisés ou à étudier des objets classiques sous le prisme du genre. Or, comme le constate Véronique Champaille-Desplats, contrairement à d'autres États et d'autres disciplines, les études de genre dans le champ juridique en France ont été tardives. Même s'il y a eu des travaux de recherche adoptant un angle féministe par le passé, notamment des thèses, on considère souvent, en tout cas c'est comme ça que le présentent un certain nombre de collègues féministes, qu'un des travaux précurseurs dans le domaine a été l'ouvrage qui a été écrit en 1999 par Olivia Buxian sur les femmes au Conseil d'État. Puis, en 2011, est venu le programme de recherche Régine, Régine pour recherche et études sur le genre et les inégalités dans les normes en Europe. Alors, ce programme, qui a été dirigé par Stéphanie Hennette-Vauchez, Marc Pichard et Diane Roman, a permis de réunir une quarantaine de chercheurs et de chercheuses autour des rapports entre droit et genre. Et l'objet transformateur de ce programme était très clair et assumé. L'objectif était d'introduire dans le concept, d'introduire dans la pensée juridique française le concept de genre. Ce programme de recherche a indiscutablement permis le développement de thèses adoptant une perspective de genre. Je pense ici par exemple à la thèse d'Elsa Fondimar sur le principe d'égalité dans ses rapports à la différence des sexes, ou à la thèse d'Alexandra Korsakov sur la définition genrée du réfugié, qui a été toutes ces deux thèses ont été soutenues en 2018. Mais ces effets sont encore difficiles à mesurer en réalité. Lorsqu'on essaye de faire un état des lieux des thèses portant sur le genre ou sur des thématiques genrées, comme les droits des femmes, et je me suis, pour ce faire, appuyée, j'ai fait une recherche sur le site thèse.fr, on voit en réalité que ces thématiques émergent déjà bien avant, évidemment, la mise en place du programme Régine, et en fait, on les voit émerger dès les années 80, alors certes de manière sporadique, mais elles existent tout de même. Et la première thèse en droit à avoir recours au terme genre dans son titre a été soutenue en 2005 à Nice, et elle portait sur l'intégration des inégalités de genre dans la politique des ONG humanitaires et des organisations internationales, donc antérieure au programme Régine. Toutefois, on remarque que les thèses sur les droits des femmes ou sur le genre qui étaient antérieures au programme Régine, elles présentaient certaines caractéristiques. Il s'agissait pour l'essentiel de thèses en droit étranger ou en droit comparé, portant très souvent sur des pays d'Afrique ou de Moyen-Orient. Et la majorité d'entre elles concernaient le droit international. Alors, on peut trouver des thèses en droit privé, en droit social, en droit pénal, en droit constitutionnel ou en histoire du droit, mais avant le programme Régine, elles étaient minoritaires. En fait, la bascule en droit interne, elle se fait surtout à partir de 2014-2015. Aujourd'hui, j'ai dénombré au moins une soixantaine de thèses en préparation qui portent sur des questions que l'on peut qualifier soit sur le genre ou sur des thématiques féministes. Surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que le grand changement vient du fait que l'on voit enfin apparaître le mot féminisme ou féministe dans les titres de thèse. Actuellement, 6 thèses en préparation font mention, utilisent le mot féministe ou féministe. 1 en philosophie du droit, 2 en histoire du droit et 3 en droit public, dont une qui a débuté ici à Bordeaux, avec Camille Barbe. Donc on notera qu'aucune de ces thèses n'est en droit privé, aucune de ces thèses n'est en sciences criminelles, et que même au sein du droit public, le droit administratif est largement sous-représenté ou étudié sous l'angle féministe. Ainsi, malgré les efforts produits par le programme de recherche Régine, les disciplines, on va dire mères, restent encore peu concernées par ce changement d'objet. Surtout, l'examen des sujets de thèse m'a amené à constater que la focalisation autour des objets d'étude n'est pas nécessairement le critère le plus pertinent pour évaluer la densité de cet engagement féministe. Pour 2 raisons. D'une part, parce que beaucoup de collègues, se disant féministes, n'adhèrent pas nécessairement à l'idée qu'il faut étudier des sujets genrés, soit pour des raisons stratégiques ou pour des raisons scientifiques plus profondes. D'autre part, parce qu'en faisant la recension des thèses soutenues, par exemple sur les droits des femmes, j'ai pu découvrir qu'un certain nombre de collègues qui sont loin de partager des convictions féministes avaient bel et bien fait soutenir des thèses sur les droits des femmes. Donc le critère de l'objet à étudier, peut-être pas forcément le plus pertinent pour évaluer cet engagement féministe. Mais au-delà de l'objet d'étude, le port de lunettes violettes implique a priori des évolutions sur le plan épistémologique. Le concept de genre sert comme nouvel objet d'étude, mais également comme clé de lecture, comme outil épistémologique. Mais il n'est pas le seul, le genre doit être croisé avec d'autres grilles de lecture, qu'elles soient la classe, l'origine, la race, l'handicap, l'âge. Dit autrement, le prisme féministe
impose bien souvent de développer une analyse intersectionnelle. Or, pour ce faire, il est nécessaire de développer une autre épistémologie, fondée sur une interdisciplinarité, mais aussi qui pousse les limites du positivisme juridique tel qu'il est majoritairement pratiqué dans les facultés de droit. Alors, pour y aider, une revue vient récemment d'être créée, intitulée Intersection, revue semestrielle genre et droit, dont le premier numéro a été publié en juin de cette année. Toutefois, il faudra encore attendre quelques années pour mesurer l'impact de cette revue et aussi sa capacité à renouveler l'épistémologie juridique en France. Pour l'instant, les études intersectionnelles en droit français restent limitées et surtout les travaux sur ce point sont, de mon point de vue, moins ambitieux que ce que l'on peut lire à l'étranger. Par exemple, en Amérique latine, actuellement, des collègues s'attellent à développer une épistémologie qui ne sépare pas la raison des sentiments, par exemple, et puisse prendre en compte dans l'analyse du droit la question de l'affect. Un questionnement qui, sauf erreur de ma part, mais n'hésitez pas à me contredire, n'est pas encore présent en France au sein des universitaires juristes, tout du moins. L'engagement féministe dans la recherche doit en outre se traduire dans l'enseignement. Et c'est d'ailleurs ce qui avait justifié la rédaction d'un manuel intitulé « Genre et droit, ressources pédagogiques » issu à nouveau des travaux du programme Régine. Toutefois, mis à part cet ouvrage et d'autres exemples isolés, cet engagement féministe est, de mon point de vue, peu visible en droit. Alors, il existe en France quelques masters sur la question du genre, mais aucun d'entre eux, sauf erreur de ma part à nouveau, n'est axé uniquement sur le droit. Par exemple, celui de Paris 1 est divisé en 5 parcours et aucun n'aborde la question uniquement sous l'angle juridique. Idem pour Paris 8 ou Lyon 2. Désolée, je retiens encore les vieilles appellations des universités parisiennes. Celui de Nantes, qui est fait en coopération avec 4 universités françaises, comprend des enseignements en droit, mais il est dirigé par une historienne. L'engagement féministe des collègues juristes est en réalité extrêmement discret. Il se fait souvent à l'intérieur des formations plus classiques, comme des séminaires qui peuvent être introduits dans le cadre de Master 2. Par exemple, le Master 2 droit de l'homme à Nanterre comprend un séminaire sur cette question, ou même à l'intérieur des cours, sans que cela ne soit clairement explicité dans l'intitulé. Alors, la discrétion, elle peut s'expliquer par la manière dont les cours sont créés, on le sait tous, avec des maquettes qui se renouvellent tous les 5 ans, donc difficile d'adapter les choses au fur et à mesure, et aussi par la manière dont les cours sont attribués, à travers certaines règles que je peux, en tout cas personnellement, qualifier d'archaïques, selon dans certaines facultés, et ce qui tranche en fait avec à l'étranger, où les cours sur le genre ou développant des approches féministes sont bien plus présents dans les universités, mais c'est aussi lié à la manière dont les cours sont créés. Ainsi, s'il existe un impact qui n'est pas négligeable de l'engagement féministe en France, il n'en est qu'à ses débuts, en tout cas sur les méthodes de recherche et sur la manière d'enseigner. En réalité, le militantisme se voit ailleurs, et il se voit au moment de structurer la communauté scientifique, avec une volonté de rendre plus visible la voix des femmes universitaires. Alors, de manière très symbolique, mais encore très discrète, une évolution a eu lieu ces dernières années avec un recours plus croissant à la féminisation des titres des collègues juristes. Alors, c'est peut-être un non-événement pour les collègues venant d'autres disciplines de sciences humaines et sociales, mais c'est quand même un élément majeur au sein de notre discipline. Alors, j'ai fait une rapide recherche dans les moteurs des principales revues juridiques pour voir à partir de quand apparaît l'utilisation de la féminisation des titres. Et j'ai pu voir que cette féminisation apparaît timidement. Alors, par exemple, j'ai regardé dans les revues Dalloz, elle apparaît timidement à partir de 2014 pour les femmes professeurs et entre 2016-2017 pour les maîtresses de conférences. Mais que cette féminisation progresse doucement. Surtout, on voit une vraie augmentation ces 2 dernières années. Par exemple, j'ai trouvé 76 occurrences de maîtresses de conférences en 2024 pour les revues Dalloz et 78 occurrences également pour la même année pour les revues LexisNexis. Alors, le chiffre reste faible, mais son augmentation constante montre la volonté des femmes universitaires juristes d'une plus grande visibilité de leur genre. L'autre moyen de rendre les femmes universitaires plus visibles est la constitution de réseaux. En France, une des associations les plus anciennes est l'Association française des femmes juristes, l'AFFJ, qui a été cofondée par une professeure de droit privé, aujourd'hui émérite, Marie-Jeanne Campana. Alors, cette association a été créée il y a 20 ans afin de promouvoir la place et le regard des femmes, tant dans leur activité professionnelle que dans la société civile, sur le plan national, européen ou international.
Toutefois, la très grande majorité des membres actifs de cette association sont des avocates. Donc cette association est davantage un réseau de praticiennes que d'universitaires. Et mis à part cette association, il n'existe pas de structure établie et visible propre aux universitaires juristes. Alors, je peux révéler qu'une association est actuellement en train de se former au sein des publicistes, dont l'objectif est précisément de revendiquer une plus grande visibilité des femmes publicistes et aussi de lutter contre les barrières discriminantes à l'entrée et à l'évolution de la carrière. Mais ce réseau n'en est qu'à ses débuts et est encore extrêmement loin des réseaux déjà établis à l'étranger. Par exemple, en Espagne, il existe non pas un réseau de femmes juristes ou de femmes publicistes, mais un réseau féministe. C'est le nom qui lui a été donné, qu'elles se sont donné, un réseau féministe de droit constitutionnel, qui a été créé il y a 20 ans et qui réunit des collègues appartenant à plus d'une vingtaine d'universités. Elles sont parvenues depuis à certaines avancées. Elles ont par exemple sont parvenues à créer un panel sur le genre au sein de l'association des constitutionnalistes espagnols. Elles prennent également position publiquement lors de chaque renouvellement du tribunal constitutionnel espagnol. Et puis surtout, leur site leur permet de rendre visibles leurs publications avec pour objectif de montrer qu'elles ne sont pas un phénomène isolé ou marginal, mais qu'elles font bel et bien école. Des réseaux équivalents et même encore plus militants existent en Amérique latine. Je peux citer par exemple le réseau de femmes constitutionnalistes qui a été créé en octobre 2020 et qui défend un constitutionnalisme féministe décolonial, communautaire, de résistance, de diversité. Ce sont les mots qu'elles se sont choisis. Alors très clairement, ce réseau tranche avec la démarche qui se met tout doucement en place en France. Le réseau français se dessine davantage comme un groupe d'entraide et de soutien plutôt qu'un réseau militant, et je ne le présenterai pas comme un réseau militant, parce que l'objectif n'est pas tant de faire évoluer le droit ou l'enseignement en général, mais simplement de rendre visible le travail des femmes au sein de la communauté académique. Toutefois, cela n'empêche pas qu'individuellement, certaines collègues fassent preuve d'un militantisme plus actif, y compris dans la cité. Ce sera le dernier point que je vais évoquer avec vous. Ces fameuses lunettes violettes, une fois qu'on sort des universités et que l'on se situe dans la société civile. Et cet engagement, évidemment, passe par une démarche volontaire de certaines collègues d'orienter les politiques publiques. Alors, le niveau le plus simple est la signature de tribunes, des tribunes qui portent sur des sujets féministes. Par exemple, le 20 mai 2023, une tribune a été rédigée par Lisa Carayon, par Sarah Durieux, Camille Froidevaux-Métry, Stéphanie Hennette-Vauchez, et qui a été signée par plus de 110 universitaires, et qui appelait au soutien indéfectible, c'est le mot qu'elles ont choisi, au planning familial, puisque à ce moment-là, et encore plus que d'habitude, il faisait l'objet d'attaques médiatiques très, très puissantes. De manière plus efficiente encore, un certain nombre de collègues sont consultés ou auditionnés par différentes instances. Et ici, ça peut être des collègues femmes comme hommes. Par exemple, récemment, Benjamin Moron-Puech, qui est professeur de droit privé à Lyon 2, a été auditionné au Sénat au sujet de la question du langage inclusif. Stéphanie Hennette-Vauchez est régulièrement auditionnée à l'Assemblée nationale pour ses travaux. Les membres du programme Régine sont également très réactifs lors des saisines du Conseil constitutionnel. Ils font des tierces interventions dès que le sujet s'y prête. La question d'un interventionnisme plus public des universitaires féministes est clairement assumée par les réseaux des femmes juristes à l'étranger. C'est un des choix délibérés des réseaux à la fois espagnols et latino-américains. Je sais que par expérience au Chili, cela a été extrêmement visible lors du processus constituant entre 2019 et 2023. Les collègues universitaires féministes ont non seulement publié des ouvrages appelant à l'adoption d'une constitution féministe, mais elles ont aussi assisté et même participé à certaines instances chargées de la rédaction du projet ou d'un avant-projet de constitution, avec un agenda ouvertement féministe. Alors en France, comme je l'ai dit, on ne constate pas encore un tel militantisme au sein des juristes. Je parle vraiment uniquement au sein des juristes. La ligne est celle visant à présenter cet engagement féministe davantage comme un engagement en faveur d'une approche critique du droit et non comme un engagement dogmatique. Donc les raisons sont diverses. Il existe des raisons qui sont propres à la discipline juridique et qui avaient été évoquées par Olivier Disima. C'est le positionnement de la discipline en tant que telle qui peut-être explique cette retenue, en tout cas un moindre militantisme. On peut également
ajouter la faible audience dans les facultés de droit, des analyses critiques du droit, elles sont quand même pas extrêmement dominantes, elles restent minoritaires. Mais aussi, on peut évoquer des raisons qui sont contextuelles lors des discussions informelles avec des collègues, justement au moment de former ce réseau de femmes publicistes. Certaines m'ont dit qu'en réalité, la situation des universitaires femmes en France n'était pas si terrible que cela, en comparaison avec celle vécue par nos collègues femmes à l'étranger, y compris juste à côté, voisines, en Espagne, en Italie, souvent, on ressent une situation qui est pire. Donc mais la question est de savoir si cette position demeurera encore longtemps au regard précisément des évolutions institutionnelles que l'on perçoit déjà. Car face au militantisme féministe, il importe de souligner en miroir l'existence d'un militantisme anti-féministe qui peut prendre parfois un ton particulièrement virulent, que l'on a pu poindre sur des questions emblématiques comme celle de l'écriture inclusive. On a eu un certain nombre d'articles, notamment un article à la JDA de Jean-Marie Pontier qui était assez clairement militant, ou la constitutionnalisation de la liberté d'avortement, qui a aussi suscité un certain nombre de réactions antiféministes, et qui, lui, étrangement, et là c'est un avis très personnel, à mon grand regret, est beaucoup moins questionné. Merci.